Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller au travail. Cet épisode est une édition spéciale puisque je reçois le directeur général de Zest, David Guillochot. Et si j'ai choisi de recevoir Guillaume aujourd'hui, c'est parce qu'en ce moment, nous avons besoin de libérer la parole en entreprise et que la libération de la parole, c'est tout l'objet de son entreprise. Eh bien donc aujourd'hui, je suis extrêmement content de recevoir dans Happy Work David Guillochot. Bonjour David. Bonjour Gaël. Alors David, une chose est certaine, tu aimes les RH. Après un début de carrière chez Oracle, tu réalises très très vite que ce sont les RH qui te passionnent et tu crées ton premier blog RH en 2004, talentpower.org, et tu crées 2 startups RH. Alors à l'époque de ce que l'on appelait, ce qui est devenu un peu ringard, le 2.0, en 2005, pour révolutionner le recrutement, l'évaluation des compétences avec Job Meters et Talent for Jobs. En 2008, tu refais du conseil en accompagnant les grandes entreprises pour améliorer leur performance RH, en devenant directeur associé du cabinet de conseil en stratégie et solutions Talent Management, Talentis. Tu lances les premiers HR hackathons avec l'école 42 et puis aussi avec des grands groupes comme Danone, la Société Générale, AXA, BNP Paribas, Airbus Group, Air Liquide et j'en passe. En 2016, tu rejoins Talentsoft, le champion français de la HR Tech, devenu champion européen du SIRH et tu t'occupes de stratégie et de transformation. Tu es également membre du conseil d'administration du LabRH et mentor de startups qui sont membres du LabRH. Et depuis octobre 2018, et c'est à ce titre que je suis ravi de t'interviewer, tu intègres une startup qui à l'époque était déjà prometteuse rien que par le concept, Zest Me Up, que l'on appelle, quand on aime bien, Zest, pour t'occuper de la stratégie produit et du marketing. Et tu en es aujourd'hui directeur général. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, nous résumer qu'est-ce que c'est Zest ? Eh bien, écoute, Zest, c'est une solution digitale qui a été conçue pour des collaborateurs et des managers dans des organisations qui souhaitent avoir plus de performance avec de l'épanouissement des collaborateurs. Donc, c'est ce côté bien-être et bien faire équipé, on va dire, par une solution digitale qui a été conçue pour les premiers intéressés, les collaborateurs et les managers. Et qui permet énormément de libérer la parole. Qui permet exactement, qui crée un cercle vertueux de l'écoute des collaborateurs en passant par des rituels de conversation continue entre le manager et le collaborateur et en finissant par dire merci, bravo ou de faire du feedback. Et c'est pour ça que je voulais t'interviewer parce que tu ne le sais peut-être pas, mais je suis assez fan de Zest et de ce genre de solution. Et donc, ça m'intéressait d'avoir le point de vue du patron de cette entreprise pour savoir finalement quelle est ta vision du Happy Work. Et c'est pour ça que j'ai posé une première question. Qu'est-ce que représente pour toi ton activité professionnelle ? Alors, je pense que c'est d'abord quelque chose d'assez personnel en fait. Je pense il y a pas de modèle, on va dire, qui se duplique à l'infini. Pour moi, en tout cas, ça a d'abord été assez vite un sport collectif. En fait, c'est la découverte de pouvoir interagir avec d'autres et dans le sport, il y a le côté prendre du plaisir dans ce qu'on fait et d'avoir de l'émulation, etc. Donc je vois pas ça comme quelque chose de très sérieux au sens de l'expérience qu'on peut avoir. Je compare vraiment à un sport collectif. Et puis, la deuxième chose qui est venue avec le temps, c'est la mission que je me donne dans ce sport collectif. Et c'est ce choix que tu as évoqué. Ça m'a fait un peu bizarre de voir défiler toutes ces années. Mais c'est ce choix que j'ai fait effectivement comme mission d'accompagner, d'aider concrètement le plus possible d'entreprises et d'équipes grâce notamment aux technologies. Voilà. Et ça, c'est un sport collectif au service d'une mission qui me motive. Voilà. Alors, je suis désolé, tu me tends un petit peu la perche parce que effectivement, tu as une longue expérience et comme moi, même si Happy Work est en audio, là, je te vois en vidéo. Donc, tu as quelques poils blancs sur la barbe. Et donc, du haut de cette longue expérience, est-ce que tu penses que la perception que les salariés ont de leur travail a évolué depuis toutes ces années ? Alors, on va dire oui parce que nous, on a vécu ces générations. On n'est pas la toute dernière génération rentrée dans le monde du travail et on en a accueilli certaines en tant que manager et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être des comportements, en tout cas des attentes qui pouvaient différer. Après, j'ai une grande croyance, c'est-à-dire qu'on m'a beaucoup dit que les X n'étaient pas digitaux, les vieux pouvaient pas créer d'entreprises innovantes. Donc je me méfie beaucoup de un petit peu d'images d'Épinal qui cacheraient, qui est des arbres qui cacheraient des forêts.
Par contre, c'est vrai qu'il y a des tendances de fond sociétales avec un monde plus ouvert, un monde plus international, avec une éducation aussi, une information beaucoup plus accessible, qui font forcément le rapport de subordination, le rapport de force peut évoluer dans le temps et donc quelque part tu peux aussi avoir des attentes. Et je t'avoue que ce qui m'a particulièrement intéressé ces derniers mois et qui m'a occupé pendant le confinement et le déconfinement récent, c'est qu'on a vécu a certainement presque plus changé ou va plus changer la perception du travail que des dizaines d'années de théorie managériale qui avaient peut-être un peu de mal à se déployer. Alors c'est super intéressant parce que justement, Zest, j'imagine que grâce à l'application, tu as eu des informations et des datas sur la perception par les salariés du travail avec le confinement. Alors, est-ce qu'il y a selon toi, quelques éléments qui ont évolué, qui ont été accélérés du fait du corona, et lesquels? Oui, enfin clairement l'expérience corona a été un espèce a cristallisé, accéléré un certain nombre de choses. Et grâce à notre activité, puisqu'on a plus de 100 clients qui ont justement monitoré ce que ressentaient leurs collaborateurs pendant le confinement, juste avant le déconfinement, pendant le déconfinement. Donc, on a beaucoup, effectivement, de données. Globalement, tu vois, il y a quelque chose qui était très marquant dans la phase de confinement, c'est le lien du travail, le lien social qui est vraiment important, qui a été ressenti par beaucoup de monde comme étant quelque chose qui est peut-être la chose qui manquait le plus, c'est ce lien social une fois qu'on était confiné, soit par chômage partiel, soit par télétravail. Et donc, et on a eu des taux pour montrer que c'était important, qui étaient assez extraordinaires. Donc, je pense que ça fait du bien de retrouver que une entreprise, c'est un affectio societatis, c'est un lien social, et que on vient au travail pas que pour avoir un salaire, bien sûr pour avoir un salaire, mais aussi pour avoir des relations avec ce collectif au travail. Et ça, c'est quelque chose qui est important et qui se comprend. On a été des organisations éclatées, confinées, et y compris sur les populations qui étaient en première ligne. Le lien social a toujours été quelque chose de très important. L'autre élément qu'on a aperçu, c'est qu'effectivement, tu as eu finalement une montée du stress avec la reprise d'activité, puisque les gestes barrières qui étaient relativement bien maîtrisés, on va dire, à la maison, devenaient très compliqués, ou en tout cas on s'interrogeait sur comment on allait manger à 200 dans la cafétéria, etc., etc. Donc il y a eu une montée un peu de stress progressive liée au retour, ou en tout cas aux modalités de retour de reprise d'activité. Et donc là, je pense clairement que les gestes barrières, la sécurité sanitaire, on va dire, fera partie d'un élément qui auparavant était assez peu discuté, assez peu présent dans le collectif, des collaborateurs. C'est plutôt le rôle du ex-CHCT, enfin c'est plutôt une affaire de spécialistes. Là, c'est devenu une affaire presque de société, et donc c'est un élément sur lequel les collaborateurs seront très très attentifs. Donc des choses qui étaient essentielles comme le lien au collectif sont encore plus importantes. Des éléments qui étaient peut-être un peu périphériques ou très dans l'industrie, etc., sur la sécurité sanitaire, deviennent vraiment importants pour tout le monde. Et ça, c'est nouveau. Bien entendu, on va pas tourner autour du pot. La question du télétravail sur les populations qui peuvent le faire est devenue centrale. Et donc, il y a une vraie question aujourd'hui, c'est comment ça va se passer dans ce retour à la normalité. Et donc ça, je pense que ça va être un échange sur de la perception de mon travail et peut-être même des critères de choix de rester dans une entreprise ou éventuellement de changer d'entreprise. Mais d'ailleurs, cette période, je fais une toute petite digression, c'est pour la première fois, on a vu des grandes entreprises qui passaient des annonces de recrutement pour des postes 100% télétravail. Et je pense à Facebook qui a fait ça il y a un mois. Oui, alors honnêtement, j'aurais pensé qu'il l'aurait fait plus tôt, mais... Oui. Mais disons que le télétravail va devenir un critère, non pas d'une modalité à 100%, puisque quand on regarde les résultats des études, on est plutôt sur 2 jours, 3 jours, qui sont un petit peu ce qui est exceptionnel par rapport à la situation pré-corona. Tout à fait. Alors, et ce qui est intéressant, ce qui était peut-être le cas déjà des collaborateurs, voilà, mais pas du tout du côté du management. Où le management, un jour, c'était déjà bien, et bien entendu, ni le lundi, ni le vendredi,
pas forcément. Et là, dans les sondages qu'on a fait, finalement, et parce que même les managers réfractaires ont été mis au télétravail, il y a une espèce de massification, on va dire ça comme ça, du fait de cet retour d'expérience, qui fait que le télétravail, y compris pour les managers, peut être quelque chose de bénéfique à un certain niveau à définir, qui est certainement pas systématiquement le temps plein. Ok, alors maintenant on va parler plus précisément de Zest en tant qu'entreprise. Le bien-être au travail de tes équipes, alors je connais un peu la réponse, ou alors si tu me dis que c'est un luxe et que c'est pas du tout un impératif, je me dirais il faut que tu changes de métier, mais comment tu perçois le bien-être au travail pour tes équipes? Alors oui, parce que on va le dire, tu m'as communiqué cette question avant, voilà. Oui, bien, tout à fait. Et je me suis dit, mais j'étais presque choqué que tu la poses. Je me dis, mais comment on peut, au XXIe siècle, encore poser dans les organisations, poser la question du bien-être au travail, est-ce que c'est important ou pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et voir un luxe. Voilà. Et ça me choquait un peu parce que jusqu'à présent, enfin, on est d'accord, et chez Zest en particulier, c'est des humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de robots. Donc, il n'y a pas que des robots, de toute façon, dans la plupart des organisations. Donc, à partir du moment où il y a de l'humain, qu'on n'est pas esclavagiste, on peut bien comprendre qu'il y a, un rapport à avoir avec les collaborateurs. Et je me permets de t'interrompre, David. Toi, ça te surprend, mais il ne faut pas oublier qu'en France, on est le numéro 2 mondial du burn-out. C'est que la conviction que toi comme moi nous partageons n'est pas celle de l'ensemble, malheureusement, des entreprises et des managers. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision en se disant, c'est important qu'il y ait des gens comme toi qui sont convaincus, mais il faut en être convaincant. Et c'est pas un acquis, ce que je veux dire. Non, c'est des petites batailles qui se gagnent, entre guillemets, face aux forces obscures. Et le burn-out est un signal dramatique qui a fait déjà des accélérations, on l'a vu avec ce qui s'est passé dans le groupe Orange, il y a quelques années, par exemple, qui ont été vraiment, avec les suicides, qui ont vraiment été des accélérations de prise de conscience, mais plutôt par la contrainte, si tu veux, par la peur et le risque de cet événement ultime, fatal, qui est extrêmement grave. Et là où le bien-être, c'est aussi finalement la vie moyenne, on va dire ça comme ça, quotidienne, pas seulement les cas extrêmes. Et souvent, on associe les dispositifs de qualité de vie au travail, soit à des choses assez gadgets, soit à des choses assez effectivement graves et qu'on veut prévenir au maximum. C'est tout à fait compréhensible. Je reviens sur ta question qui était comment on le vit nous chez Zest. On est une société un peu particulière, on est 23, donc on est une petite organisation. On a beaucoup de jeunes qui n'ont pas beaucoup d'enfants encore, et puis on a quelques vieux, comme tu m'as gentiment appelé. Voilà. Et donc c'est un espèce d'alliage. Voilà. Et bien entendu, ce qui est intéressant dans une organisation, c'est de trouver cet esprit collectif. Et ça, je pense que notre façon de traiter le bien-être, c'est d'abord d'avoir des valeurs qui incarnent ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Et on a un certain nombre de valeurs. Je vais pas toutes les citer, je te rassure. Il y en a que 4, mais je vais en citer qu'une qui me semble importante. C'est le fait de prendre le caring, le fait de prendre soin des autres, soin de ses clients, soin des autres. Et c'est de pouvoir justement être en position d'aide quand on est en difficulté. Tu vois, tu parlais de burn-out. Souvent, c'est les mises en difficulté qui génèrent, ou des mises à l'écart qui génèrent les burn-out. Eh bien, si tu as cette possibilité de compter sur un collectif ou sur les autres pour te sortir de l'ornière quand tu sais pas trop et de ne jamais être complètement mis de côté, eh bien, tu vis une expérience et tu vas limiter largement le risque. Voilà, c'est une des façons. Donc, on a vraiment travaillé collectivement sur l'expression de nos valeurs et sur le fait de les faire vivre. Et je pense que ça, toute entreprise, sans parler de politique de qualité de vie au travail, on sait que la culture d'entreprise mange la stratégie au petit déjeuner, et votre performance de qualité de vie au travail doit aussi être en lien avec vos valeurs. C'est un élément d'alignement important. Alors, je vais rajouter une question que tu n'as pas eue. La semaine dernière, j'ai interviewé une personne qui dirigeait une structure de 1000 personnes. Et c'est une question peut-être un petit peu provocante, David. Je m'en excuse par avance, mais quand Zest aura 3000 salariés, puisque ça va exploser mondialement très bientôt, le pire, c'est que j'en suis vraiment convaincu, que vous répondez à un besoin qui est assez fondamental, qui est la libération de la parole. Donc, vous êtes une solution technique qui répond à ça. Mais est-ce que le caring dont tu
parles donc prendre soin de l'autre. Comment est-ce que tu t'imagines quand vous serez 100, 200, 300, 400, garder cette culture parce qu'on sait qu'il y a des crises de croissance dans les entreprises et que finalement, c'est plus compliqué quand on est nombreux. Alors, je vais t'avouer un truc un peu secret de notre business plan. On veut ne jamais être 3000. Ce qu'on veut, c'est servir le monde. Oui, ça, on est ambitieux, mais on veut pouvoir le faire à partir de 200, 300 personnes maximum. Mais entre 23 et 300, c'est pas tout à fait la même chose. Il y aura, à partir où tu dépasses en gros la cinquantaine, et en plus si tu fais beaucoup de télétravail, enfin tu vas avoir ce phénomène de complexité de la relation, on va dire ça comme ça tout simplement. Nous, chez Zest, on mange notre propre nourriture, celle qu'on vend, on va dire, à nos clients. Hein, donc on utilise notre solution et vraiment quotidiennement depuis le début. Il y a un certain nombre de rituels digitaux qui, justement, irriguent ce dialogue, cette écoute et cette amélioration continue de notre organisation. Je pense que il n'y a pas de, comme c'est du SaaS, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème d'échelle. Tu peux le faire à n'importe quelle échelle. C'est-à-dire que tu peux très simplement, et c'est ce que certains de nos clients font, en quelques jours recueillir une information utile qui est le ressenti de tes collaborateurs à travers le monde. Et on a des clients, par exemple, dans le luxe qui ont des magasins au Japon, à Taïwan, en Chine, aux États-Unis, au Moyen-Orient, etc. Et en quelques jours, ils ont cette information. Et ils sont beaucoup plus que Zest ne l'est. Et donc ça, c'est le premier élément là. Mais c'est la première partie. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Sinon, c'est juste alimenter une tour de contrôle, une espèce de reporting, etc. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait et comment ça irrigue des conversations de proximité. Et je sais que c'est très cher à ton cœur et à ton cerveau, qui est le manager bienveillant. Et le manager bienveillant éclairé par ces données-là, localement, va pouvoir agir, va avoir des rituels, va avoir des conversations, on va dire, encore plus pertinentes, en disant, ok, c'est quoi les irritants clés de mon équipe que j'ai à gérer, qu'elle soit physiquement ici ou éventuellement partiellement à distance. Et donc, l'enjeu va être d'avoir des micro-boucles locales, irriguer des rituels, on appelle ça des rituels, sans vouloir faire dans le religieux, mais c'est des pratiques managériales revisitées, plus agiles et très locales. Et c'est pour ça que le manager bienveillant de proximité a tout son sens dans le futur. Alors concrètement, c'est très clair ce que tu racontes, mais très concrètement, chez Zest, si tu devais donner un exemple d'une action pour le bien-être au travail dont tu es particulièrement fier ou que tu trouves particulièrement efficace, tu parlerais de quoi ? Alors, on a deux rituels. Alors, on a deux. On en a un qui est toujours présent, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle l'humeur au travail, et c'est à n'importe quel moment, un collaborateur peut partager son humeur au travail avec son équipe, avec le reste de l'entreprise ou avec son manager. Et en fonction de l'échelle où tu te positionnes, quand tu es dans une humeur basse, il y a une espèce d'alerte qui est faite au manager pour pouvoir être éventuellement proactif dans la réaction qu'il va avoir et avoir ça en haut. Et ça, c'est pour nous quelque chose qui est important parce que je t'avoue qu'effectivement, on est un peu au four et au moulin. Et c'est vrai que lever la tête en disant tiens, il y a Rita qui va pas bien ce matin et il faut que je l'appelle en fin de journée ou il faut peut-être que je la voie à la pause déjeuner juste pour parler, voilà. Et ça, c'est pour savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est des éléments importants qui te permettent, malgré la pression et l'ensemble de choses que tu as à faire, eh bien d'être en entraide, en empathie, parce que tu es aidé quelque part par rapport à ça. Et on a un autre rituel d'approfondissement. Là, c'est plutôt dans la relation manager-manager, qui est le point mensuel. Et le point mensuel que l'on a tous les mois commence par 3 questions sur les ressentis du collaborateur. Est-ce que ça va avec ses collègues? Est-ce que l'énergie au travail il est toujours sur le bon? Et on en parle. Et c'est le collaborateur qui s'exprime d'abord. Et le manager est là en coach. Et ça, ce rythme un peu au fil de l'eau entre collègues quelque part est important. Et ce point mensuel, un peu d'approfondissement avec le manager coach. Et pour nous, c'est nos 2 piliers, j'ai envie de dire, de la qualité du travail, parce qu'on agit directement. Bien sûr. Alors, j'ai une question bonus avant la dernière question. On ne peut pas parler de baby-foot ou de... Non, bien sûr, mais même... C'est au sens de massage, hein. Tu sais, David, tout le monde se moque du baby-foot, mais moi, j'ai vu des entreprises qui avaient un manque de communication parce qu'ils étaient sur plusieurs étages. Ils ont mis un baby-foot en disant, voilà, on va faire un concours de baby-foot entre midi et 2 entre tous les étages et tous les mois, le vainqueur du tournoi gagnera un voyage en Guadeloupe. Je peux te dire que la communication entre les différents étages a augmenté. Donc, on se moque toujours du baby-foot, mais au final, peu importe l'outil tant que ça sert un problème. Mais par contre, dans ce que tu dis, j'ai le sentiment qu'il peut pas y avoir de bien-être au travail sans libération de la parole.
Tout à fait. Là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas des robots. Je veux dire, c'est la base. Enfin, tu vois, c'est la quintessence de ce qu'on est. Et ne penser qu'on n'a pas d'émotion, enfin, c'est soit faire l'autruche, soit dire qu'on va jouer, je sais pas, au football dans le noir. Enfin voilà, c'est juste pas possible. Voilà. Bon. Par contre, il faut être courageux. Enfin, il y a effectivement un côté lâcher prise, qui est de dire, je ne sais pas ce que l'autre pense, et en plus, j'ai peur, parce que ça, on peut l'assumer. Et moi-même, en tant que manager, des fois, je peux être craintif de dire, oh là, si je pose cette question, je pense que la réponse va pas me plaire, et il va falloir que je gère, on va dire, cette situation, que j'y contribue. Eh bien, on peut dire, je reporte, tu vois, je pose pas la question. Et on sait, et pas mal d'études de psychologie, pas que du travail, mais notamment du travail, ont montré que reporter les problèmes est la pire des solutions. Oui, bien sûr. Et le courage managérial, c'est effectivement être prêt à se prendre des petites gifles de temps en temps. Si on fait pas bien, c'est mieux que quelqu'un nous le dise, plutôt que d'être dans une forme de déni et se dire tout va bien parce que personne me parle. Mais si on donne pas la possibilité de parler, d'où parfois, j'imagine, la crainte de certaines entreprises d'installer des solutions telles que la vôtre, parce qu'ils disent mais on va ouvrir la boîte de Pandore, alors qu'au contraire, on génère du bien-être. Alors justement, ça va être, je le promets, ma dernière question, David. Si tu devais donner un seul conseil à un dirigeant d'entreprise ou à un manager, quel serait-il ? Bon, j'ai été consultant, donc j'ai été payé beaucoup à donner des conseils. Donc voilà, c'est un espèce de travers que je peux avoir des fois. Mais tu vois, finalement, ce que je me rends compte avec la durée, c'est que c'est des choses simples qui survivent au mode. Et finalement, quand tu regardes ce qui se dit, finalement, ça repose toujours un peu sur des mêmes choses. Et une des choses qui quelque part m'a toujours habité, c'est ce côté, ok, c'est peut-être pas parfait aujourd'hui, le verre est peut-être à moitié vide, mais en fait, on peut le rendre plein. Et c'est ce côté d'amélioration continue. Et moi, j'étais un fan quand j'ai commencé ma carrière des démarches de qualité totale, des démarches de progrès, où il y avait de l'empowerment des collaborateurs. Enfin, c'était vraiment la pyramide inversée. Enfin voilà, et le Kaizen. Et c'était beaucoup basé sur les statistiques. On mesurait, voilà, chez Toyota, tout, etc. Et je trouve que peut-être mon conseil, c'est de dire, faites la même chose. Vous qui êtes les bons industriels, qui savez mesurer vos unités de production, vos ventes, etc. Ayez cette approche aussi sérieuse managériale pour ce qui compte le plus dans vos organisations, qui sont bien sûr vos collaborateurs, vos managers, et donc travaillez avec le ressenti. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a peur d'ouvrir la boîte de Pandore. Mais quand on ouvre la boîte de Pandore qu'une fois, il y a plein de choses dans la boîte. Tu vois, et si on l'ouvre une fois par an, on va s'en prendre plein dedans. Et ça va un peu moisir en plus. Si on l'ouvre régulièrement et qu'on traite par des micro-ajustements, tu vois, au fil de l'eau, sans forcément avoir d'énormes ambitions, eh bien, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus facile. Donc moi, vraiment, ma recommandation, c'est amélioration continue, agilité, mais avec des micro-progrès, des petits pas. C'est la solution est dans le chemin, on va dire. Eh bien, écoute, David, mille merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. C'est extrêmement intéressant. Je suis pas déçu. J'aurais été très surpris que le patron de Zest soit un atroce manager qui supporte pas le bien-être et la bienveillance au travail. Donc, n'hésitez pas à aller voir Zest. Je suis persuadé que vous aimerez bien. David, bon courage pour la suite et je suis sûr que au regard de tes cernes, tu as beaucoup de travail en cette période où la libération de la parole est absolument fondamentale. Merci à toi. Merci à toi, Gaël, et bon anniversaire. Merci.